Alors aujourd'hui, on va décortiquer un paradoxe qui est franchement fascinant, celui de Coca-Cola. Pensez-y une seconde. C'est un empire mondial avec un logo que 97% de la planète reconnaît, et pourtant, cette entreprise gigantesque ne possède quasiment aucune usine qui fabrique ses produits, ni même les camions qui les livrent. Pour bien se rendre compte de l'échelle, partons d'un chiffre. En 2024, le chiffre d'affaires de The Coca-Cola Company, c'était 46 milliards de dollars. C'est colossal. Et logiquement, on s'attendrait à une infrastructure industrielle absolument gigantesque derrière tout ça. Du coup, la question est toute simple. Comment est-ce possible? Comment une boîte de cette taille peut-elle tourner sans posséder ses usines, sans posséder ses camions? C'est ça le mystère qu'on va résoudre ensemble. Et la réponse, en fait, elle tient dans une séparation des tâches ultra précise. D'un côté, il y a The Coca-Cola Company. Eux, leur truc, c'est l'immatériel, la marque, la fameuse formule secrète, le marketing. Et de l'autre, il y a tout un réseau de partenaires, ce qu'on appelle le système d'embouteillage, et c'est eux qui gèrent le monde physique, les usines, les entrepôts, les flottes de camions. Mais pour comprendre l'origine de ce système, il faut revenir en arrière, à ce qui ressemble à l'une des plus grosses erreurs de l'histoire du business. Une décision qui semblait catastrophique, mais qui, contre toute attente, a fini par bâtir un empire. On est en 1886. À l'époque, le Coca-Cola, c'est une boisson qu'on sert au verre dans ce qu'on appelle des soda fountains. En 1891, le patron, Asa Candler, met le paquet sur le marketing, et puis arrive 1899, et avec cette année, un contrat qui va absolument tout changer. Il faut vraiment se mettre dans la tête des gens de l'époque. Asa Candler, lui, était absolument certain que l'avenir de sa boisson, c'était au comptoir. Il aurait même dit « Coca-Cola est une boisson de fontaine. Elle l'a toujours été et j'espère qu'elle le restera toujours. » La mise en bouteille pour lui, c'était une hérésie. Il avait peur que ça altère le goût, que ça ruine sa marque. C'est pour ça que, pour se débarrasser de deux avocats un peu trop tenaces qui voulaient à tout prix les droits de mise en bouteille, il leur a tout simplement cédé l'exclusivité pour une somme devenue légendaire. $1 seul. Un dollar symbolique qu'il n'a d'ailleurs même jamais encaissé. À première vue, cette erreur était monumentale. Le contrat donnait des droits à perpétuité sans date de fin. Il n'y avait aucune commission, aucune redevance sur les bouteilles vendues. Coca-Cola ne gagnait de l'argent que sur son sirop. Et surtout, tout le risque, financier comme opérationnel, était transféré aux embouteilleurs. Un deal terrible en apparence. Allez, on passe à la partie la plus folle. Comment cette erreur s'est transformée en coup de génie? On va décortiquer cette machine invisible qu'est le système Coca-Cola, probablement l'un des plus intelligents jamais conçus. L'idée de base est d'une simplicité désarmante. Plutôt que de vendre le gâteau tout fait, pourquoi ne pas se contenter de vendre le mélange d'épices secrets? C'est la meilleure analogie pour comprendre leur modèle. Et ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, The Coca-Cola Company à Atlanta s'occupe de la propriété intellectuelle. Leurs actifs, ce sont la formule et la marque. Leur coût, c'est le marketing et la recherche. De l'autre côté, les partenaires embouteilleurs. Des mastodontes comme Coca-Cola FEMSA gèrent le concret, l'exécution physique. Leurs actifs, ce sont les usines, les camions, leur coût, la production et la distribution. Et voilà le cœur financier du système. La marge brute sur la vente du concentré, c'est environ 60%. Par contre, celle sur l'embouteillage, c'est autour de 30%. C'est là tout le génie du modèle. Coca-Cola garde l'activité la plus rentable et surtout la moins risquée. Ce sont donc les embouteilleurs qui supportent tous les investissements lourds. C'est eux qui gèrent des usines qui peuvent coûter des centaines de millions de dollars, des flottes de camions gigantesques, des milliers d'employés. Ce qui laisse The Coca-Cola Company incroyablement agile et légère. Ce modèle a un nom, c'est le modèle Asset Light, ou léger en actifs. C'est une stratégie où l'entreprise possède le moins d'actifs physiques possible. Ça réduit les coûts de manière drastique et ça augmente la flexibilité et la capacité à se développer. Pensez-y, un seul tanker de concentré permet de produire presque 2 millions de litres de boissons. Le potentiel de croissance est quasi infini. Bon, maintenant, voyons comment ce système a permis à Coca-Cola de conquérir le monde. Comment est-ce qu'on passe d'un simple contrat, né d'une erreur de jugement, à une domination planétaire? C'est la Seconde Guerre mondiale qui va servir d'accélérateur. Le président de l'époque, Robert Woodruff, prend un engagement fou pour l'époque. Chaque soldat américain, où qu'il soit dans le monde, doit pouvoir s'acheter un Coca pour 5 centimes. Peu importe le coût pour l'entreprise. Mais attention, ce n'était pas juste du patriotisme. C'était une opération de logistique absolument géniale. En fait, c'est l'armée américaine qui a construit, sans le savoir, l'infrastructure de distribution de Coca-Cola à travers l'Europe et l'Asie. À la fin de la guerre, des dizaines d'usines d'embouteillage étaient déjà là, prêtes à servir le marché civil. Le système avait prouvé sa flexibilité, incroyable. Et cette flexibilité, elle est toujours là aujourd'hui. Le meilleur exemple, c'est le modèle des centres de micro-distribution en Afrique. Pour contourner des routes en mauvais état, le système s'appuie sur des entrepreneurs locaux. Eux, ils utilisent des vélos, des charrettes, tout ce qu'il faut pour livrer là où aucun camion ne pourra jamais aller. Ça fonctionne dans plus de 20 pays.
Mais aujourd'hui, le système ne repose plus seulement sur la logistique. Non, le futur, c'est l'information. Et on va voir pourquoi les données sont devenues l'ingrédient le plus précieux de Coca-Cola. La partie la plus puissante du système Coca-Cola est devenue invisible. Ce sont les données. Le modèle s'est complètement transformé. Ce n'est plus seulement une machine logistique, c'est une machine à information. Et voilà comment ça marche. C'est un cercle vertueux. D'abord, les centaines d'embouteilleurs dans le monde entier remontent leurs chiffres de vente en temps réel. Ensuite, une plateforme d'analyse traite ces milliards de données. Et en fonction de ça, la production de concentré est optimisée. C'est comme ça qu'on arrive à gérer 2,2 milliards de boissons servies chaque jour avec une précision d'horloger. L'objectif final, lui, n'a pas changé. C'est toujours de se connecter aux consommateurs. Mais aujourd'hui, tout le système est piloté par une chaîne logistique intelligente, intégrée et entièrement basée sur les données. La grande leçon de ce siècle de succès est donc très claire. Le vrai pouvoir, le vrai contrôle, ça ne vient pas de la possession des usines ou des camions, ça vient de la conception d'un système intelligent. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour notre époque. Au XXIe siècle, à l'ère du numérique, est-ce que le fait de posséder des actifs physiques est toujours une force ou est-ce que c'est devenu une faiblesse ?